Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de bénéficier de votre fidélité à ce programme sur Matin Libre Télévision. Il s'agit du rendez-vous du foncier. Vous savez que sur cette tribune, nous abordons des questions liées au foncier grâce à la disponibilité, à la présence renouvelée de notre expert. Il s'agit donc de l'expert Daouda Moussé qui nous fait une fois encore l'honneur d'être présent sur ce plateau. Expert Daouda Moussé, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Romial. Merci pour la disponibilité. C'est moi. J'espère que vous allez bien. Ça va. Voilà, il faut rappeler à nos internautes que Daouda Moussé est bien juriste, expert foncier, médiateur agréé en prévention et règlement des conflits près le CAMEC Bénin, enseignant formation en gouvernance foncière et en bail d'habitation. Il est également auteur de plusieurs ouvrages sur les politiques foncières béninoises. Il est le président de l'organisation non gouvernementale Sauvons la Terre. Expert Daouda Moussé, la dernière fois nous avions parlé donc du bail à usage d'habitation, droits et devoirs des parties. Aujourd'hui, nous allons évoquer justement la thématique intitulée « Le contentieux du bail à usage d'habitation ». La première question, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que l'on peut entendre par contentieux du bail à usage d'habitation? Monsieur Romial, merci une fois encore de polariser l'attention des citoyens béninois, de vos téléregardeurs, sur des thématiques qui touchent au vécu des Béninois. Je suis heureux d'être là lorsque votre télévision me fait le plaisir de porter ses caméras sur ma personne. Alors, le contentieux du bail à usage d'habitation est ce qui fait l'objet d'une discussion devant les tribunaux entre un bailleur, c'est-à-dire le propriétaire, et un preneur, c'est-à-dire le locataire, au sujet d'une maison louée pour habitation, et ce, normalement, après les voies de règlement amiable. Très bien. Et justement, vous évoquez les règlements à l'amiable, ces voies de recours-là, avant le contentieux. Quelles sont ces voies de règlement à l'amiable? Alors, en matière de bail à usage d'habitation, nous avons au moins 3 voies de règlement à l'amiable. Il y a la conciliation, qui est une voie de règlement à l'amiable. Il y a la mise en demeure, qui est une autre voie. Et enfin, il y a la sommation de payer, qui est également des voies de règlement amiable en ce qui concerne le bail d'habitation. Très bien. Et donc, il faut d'abord explorer ces voies de règlement à l'amiable avant de passer au contentieux. Absolument, nous ne sommes pas à l'état de nature, nous sommes des humains et nous devons quand même prioriser justement ces voies de règlement qui nous font bénéficier de beaucoup de choses telles que l'énergie, le temps, le fait d'aller saisir les avocats ou l'huissier. Si vous parvenez, n'est-ce pas, à vous entendre entre vous, directement entre vous ou par l'intermédiaire d'un conciliateur, vous épargnez beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi il faut passer forcément par un règlement amiable. Même devant le juge également tente un règlement amiable avant donc d'enclencher la procédure contentieuse. Très bien, voilà. Et avant de poursuivre, vous savez, à la dernière émission, après diffusion de la dernière émission, il y a certains qui se sont posé la question, et c'est justement la question que je vous fais. Est-ce que le bail à usage d'habitation ne profite pas qu'aux locataires? Parce que certains propriétaires de maisons trouvent qu'ils sont plus victimes au regard d'un certain nombre de comportements des locataires. Alors, pour répondre à votre question, je profite ici. Je suis tombé sur votre vidéo sur TikTok par rapport justement à l'émission que nous avions eue ici sur les droits et devoirs des parties. Et il y a un aîné qui me connaît, qui répond et dit, mais expert Moussé, cher petit frère,
tu es où pour que un locataire puisse te devoir 12 mois, 13 mois de loyer? Je n'ai pas répondu justement parce que je sais qu'on a une émission qui va parler du contentieux. Je vais lui répondre ici en disant, mais non, tout ne se passe pas comme ça. Et quand vous êtes dans la théorie, c'est facile dans le bureau pour prendre des décisions, c'est facile. Alors qu'est-ce qui se passe avec les locataires véreux? Le monsieur, il vient, il se pointe, il dit qu'il a un problème au service, qu'il a un problème, que ses enfants sont malades, etc. Il vous doit 4 mois, monsieur Romain. Oui. Mais il vient payer 2 mois. Vous êtes social. Il vous pose un problème. Vous allez l'accepter, espérant qu'il va solder. Alors, il fait encore 2 mois ou 3 mois, il vient payer 1 mois. Il fait 6 mois, il vient payer 3 mois. Et à la fin de l'année, vous vous rendez compte qu'il vous doit plus de 7 mois. Il reprend la même procédure l'année prochaine. Alors, c'est pour vous dire quoi? Ce ne sont pas des gens, forcément, qui, de façon répétée, ne vous payent pas. Ils sont dans ce système-là. Alors, quand vous voyez ce que vivent les agents immobiliers, les propriétaires de maisons, moi, il y a des propriétaires qui se sont confiés à moi et dit, c'est la dernière fois que je vais construire des maisons en location. Ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il a été déçu. Et non seulement déçu, il y a des locataires qui intimident, qui passent par la violence et qui refusent de quitter. J'ai un aîné qui me dit, lui il a dit à son locataire, tu me dois 12 mois, je te le donne. Et il donne les 12 mois. Il donne les 12 mois, il dit maintenant remets-moi ma clé. Le monsieur refuse. Parce qu'il sait que le locataire, lorsqu'on va enclencher la procédure du contentieux, non seulement ça va durer, perdurer, mais aussi c'est toi le bailleur qui va mettre ton argent pour prendre l'huissier, etc. Alors, quand vous voyez tout ce qui se passe, vous avez l'intention qu'effectivement, pour répondre donc à votre question, que le bailleur, les propriétaires de maisons ne sont pas forcément protégés par cette loi. Or, la loi, telle que promulguée, vise d'abord à encadrer ou éviter les abus et à établir un équilibre entre le bailleur et le locataire. C'est l'esprit de la loi. Mais nous constatons que dans les faits, vous voyez quelqu'un qui disparaît. Après 10 mois, l'agent immobilier se voit incapable, impossible de le voir. De le retrouver. Qui utilise vos compteurs et vous, ce qui vous reste, vous, en tant que propriétaire de maison, c'est la voie de la justice, alors que même là, est-ce que vous estimez que vous allez laisser votre activité principale et aller rester dans les couloirs de la justice? Vous estimez que vous allez, si vous ne savez même pas réclamer, comme je le disais, c'est vous qui êtes violenté en retour. Toutefois, on ne peut pas dire, lorsque vous êtes spécialiste et que vous avez pris connaissance de cette loi, vous ne pouvez pas dire entièrement, M. Romian, que c'est seulement le locataire qui est protégé. Et je vais vous donner 3 ou 4 points de la loi qui montrent que, attention, les bailleurs, les propriétaires de maisons sont également protégés. Alors, au premier point, lorsque vous prenez par exemple le dépôt de garantie des 3 mois, c'est une protection pour le bailleur. Pour dire, attention, lorsque le locataire ne va pas payer ou va commencer à ne pas payer, ce dépôt de garantie te permet, toi, propriétaire, de défalquer pour équilibrer les impayés. Donc, le dépôt de garantie, qui est une disposition qui s'impose au locataire, protège le bailleur. Nous sommes d'accord. Au deuxième point,
quand on parle de l'obligation de grosse réparation par le propriétaire, mais c'est une réalité. Vous allez penser que pourquoi je dis que c'est une protection? Oui, c'est une protection parce que si vous laissez le locataire faire des grosses réparations, il va, et qu'il a des preuves, il va les utiliser contre vous, et vous n'auriez même plus en retour les loyers qu'il devrait vous payer. Exact. Donc, quand la loi vous dit que vous êtes obligé de faire des grosses réparations, ce n'est pas pour vous punir en tant que propriétaire, mais ça vous protège. Ouais. C'est une garantie, c'est une protection. Troisième point, dans le contrat type de bail à usage d'habitation proposé par le gouvernement n'a pas spécifié sur la durée que va prendre, la durée minimale, oui, j'ajoute, que le locataire doit faire. Alors, cela laisse à croire que nous sommes dans une reconduction tacite de contrat. Alors, c'est en quelque sorte une protection aussi pour le bailleur, oui, le propriétaire donc, parce que, souvenez-vous, lorsqu'on évoquait les droits et devoirs des parties, nous avons dit que le bailleur, le propriétaire n'a pas le droit d'expulser, de faire quitter le locataire qui paye normalement son loyer sans lui adresser un préavis. Ici, expressement, la loi n'a pas évoqué ça par rapport au locataire. Qui ne paie pas. Non, qui paye, mais qui estime qu'il va quitter. D'accord. Vous payez régulièrement, mais il vous a plu de quitter pour aller vous chercher, ou bien vous avez fini vous-même votre maison, oui, et vous voulez quitter. La loi n'a pas été muette par rapport à est-ce qu'il faut avertir mon bailleur, oui, mais pas esprit d'équité. Le locataire aussi doit pouvoir avertir son propriétaire, oui, de ses intentions à pouvoir quitter le loyer. Et pour le locataire, le bailleur, lui, pour donner son préavis, c'est 6 mois à l'avance qu'il doit prévenir son locataire. 6 mois? Oui. Très bien. Et donc, par esprit d'équité aussi, oui, lorsque je suis locataire et que je veux quitter, je dois prévenir moi-même. Je dis bien par esprit d'équité parce que la loi a été muette au niveau du locataire. Oui. Mais la loi a imposé cela au propriétaire. Vous voulez faire quitter, pas parce qu'il n'a pas payé, je le dis. Oui. Ce n'est pas l'expulsion, non. Vous voulez faire quitter pour des raisons. Il faut que les raisons soient valables, exactement, justement. Peut-être que vous voulez reprendre la par exemple, vous voulez faire, voilà. Par exemple, donc, vous l'avertissez 6 mois à l'avance. Donc, par esprit d'équité, le locataire aussi qui veut quitter doit pouvoir avertir son bailleur que lui veut rompre le contrat, et cela 6 mois aussi par esprit d'équité. Donc, voilà en quelque sorte les points évoqués qui protègent aussi, qui prouvent que le bailleur, le propriétaire ou les propriétaires des maisons ne sont pas pour autant lésés. Mais je confirme ici que vraiment sur le terrain, il faut signaler qu'il y a encore du travail parce que nous avons beaucoup à faire à des locataires qui donnent de l'insomnie aux agences immobilières, aux propriétaires de bâtiments. Très bien, voilà. Merci pour ces explications, Espère Daouda Moussé. En tout cas, cette question également pour nos internautes, parce que certains pourraient se poser la question de savoir, lorsqu'un locataire et un propriétaire ne s'entendent plus et que je dois donc enclencher la procédure du contentieux, à quelle juridiction je m'adresse? Quelle est la juridiction compétente? Est-ce que c'est le tribunal ou également le poste de commissariat?
Oui, je voudrais d'abord signaler ceci, puisque nous venons de parler de contrats types qui existent. Et la fois dernière, je vous ai dit, je me remercie particulièrement le gouvernement du Bénin, à travers le ministère du cadre de vie, qui a su pondre ou proposer déjà un contrat type que nous pouvons aller télécharger. Et voilà, l'adapter. Voilà, les citoyens doivent, les propriétaires de maisons doivent le savoir. Toutefois, nous pouvons ajouter des clauses qui ne vont pas contre la loi. Je voudrais attirer l'attention des citoyens ici, des propriétaires de maisons. Lorsque vous proposez des contrats, il faut forcément inclure des clauses de résiliation de contrat. Il faut inscrire dans le contrat les clauses de résiliation de contrat. Exemple par exemple, dans votre contrat, vous pouvez stipuler, vous pouvez mettre que si le locataire ne paye pas son loyer pendant 3 mois, il doit pouvoir sortir. Quand vous le mettez comme ça, vous permettez, en cas de conflit, de contentieux, à la justice d'aller loin et rapide. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le juge qui résilie le contrat. Lui constate que le contrat est résilié, justement parce que vous avez mis la clause de résiliation. Oui. Vous êtes mon bailleur, mon propriétaire. Oui. Il faut que vous puissiez inclure que toutes les fois que je vais devoir 3 mois de loyer, que ce soit successif ou pas, vous êtes en mesure de me faire sortir. Lorsque c'est déjà dans le contrat comme ça et que c'est signé des parties, le juge, lui, il passe très vite. Il constate la résiliation. Ce n'est pas lui qui prononce la résiliation. Et pour revenir à votre question... C'est vraiment un point très important que vous évoquez, parce qu'il y a des propriétaires de maisons qui n'intègrent pas cet aspect de la chose. Et ça crée énormément de difficultés. Ça doit créer de difficultés. Pourquoi? Parce que cette loi, il faut que les citoyens se cultivent, parce que le locataire que vous estez en justice peut faire appel. Donc vous voyez comment il peut vous trimballer. Exactement. Alors que vous avez souffert pour construire. Donc lui, que nous estimons que c'est parce qu'il vous doit que vous l'avez resté en justice, lorsque le tribunal prononce sa sentence, lui il peut relever l'appel. Hein. Il peut faire appel et puis vous allez encore devant la cour d'appel. Vous voyez, pendant ce temps, vous demeurez sans solution. Exactement. Et en dehors, puisque nous en parlons, des clauses de résiliation du contrat que les propriétaires doivent mettre, j'attire leur attention pour dire il faut savoir rester en justice. Lorsque quelqu'un vous doit 12 mois de loyer et que vous laissez en justice, dans votre requête, puisqu'il continue d'être toujours là, de bénéficier de votre cadre d'habitation. Alors, vous réclamez qu'on vous paye les mois échus et les mois à échoir. Vous comprenez? Oui. Je me fais un peu plus schématique. Oui. Nous sommes au mois d'août. Oui. Du janvier à août, mon locataire ne m'a pas payé. Mais il continue. En septembre, il est là. En décembre, il est là. Mais moi, je l'ai resté en août. Je vais demander au juge qu'il me paye non seulement les dettes de janvier à août, mais également les dettes de septembre jusqu'à la date où
il va pouvoir quitter. Très bien. Donc, vous réclamez votre dette pour les mois échus et pour les mois à échoir. Très bien. Lorsque j'ai fini de dire ça, je reviens à vous pour dire, c'est vrai, la compétence de la police, Oui. la compétence de la police est reconnue à travers la gestion ou le règlement des infractions. Je veux citer les contraventions, le délit, le crime. Et donc la reconnaissance de dettes de loyer non payées ne figure pas dans les infractions que je viens de citer naturellement. Sauf que la police a l'obligation d'écouter tout citoyen qui se présente à elle, quel que soit le problème. Voilà un peu. Le règlement donc du contentieux de bail à usage d'habitation est tranché, M. Romiade, Oui. par les tribunaux et non pas par la police. Il faut que ça soit clair. La police peut vous écouter, mais elle ne tranche pas le contentieux du bail à usage d'habitation. Alors, toutefois, si une partie saisit la police, je le disais, pour remboursement de dettes, la police n'a pas compétence à recouvrer les dettes dans ce cas précis. Elle peut écouter les parties, je l'ai dit, donner des conseils au fait que les parties règlent leurs différends de façon amiable. Voilà un peu. Et donc, ce n'est pas que on va à la police parce qu'il y a certains, ils vont à la police et puis les forces de l'ordre ou certains gardent le locataire là pour dire tant que tu n'amènes pas l'argent, tu ne sors pas, c'est des abus. Non, ça c'est peut-être abus, peut-être des intimidations. C'est peut-être des intimidations. Mais il faut nuancer. Il faut nuancer parce que vous n'êtes pas là, je ne suis pas là quand la scène se passait. Exactement. Et c'est pourquoi on n'a pas tous les éléments. Nous allons vous lister pourquoi est-ce que on peut garder soit le locataire ou le propriétaire. Alors, la police peut bel et bien donc s'inviter dans le processus. Si vous êtes propriétaire et que votre locataire n'a pas payé des mois, alors est-ce que cela vous donne le droit en tant que bailleur d'enlever les toits, de changer les serrures, de saisir sa moto? Est-ce que cela vous donne le droit de violenter le locataire? Est-ce que cela vous donne le droit en tant que propriétaire de menacer? Si le locataire prouvait que vous l'avez insulté, vous l'avez intimidé, vous l'avez menacé, vous savez, les dispositions du Code pénal en 16 articles 505 et 508 punissent sévèrement ce genre de comportement. Alors, lorsque le locataire parvient donc à prouver qu'il a été menacé, que sa moto a été saisie, voilà, le but du contrat vient d'être déclassé. Et donc, les parties entrent dans le champ des infractions. À partir de ce moment, la police va vous garder, on vous met en garde à vue et on peut vous transférer et présenter devant le procureur. Vous voyez que nous sommes partis d'une simple affaire de non-paiement de dette voilà, où le problème est civil, devait se régler devant les tribunaux, mais puisque vous voulez vous faire justice, vous êtes entré dans des champs des infractions qui sont dans la compétence de la police. Vous pouvez vous voir facilement, que vous soyez propriétaire ou locataire, mettre en garde à vue et vous présenter. Donc, nul n'a le droit de se faire justice. Et donc, nous ne pouvons pas rester ici pour prétendre que non, on m'a dit que tout se gère au tribunal. Donc, pourquoi la police va regarder? Il faut savoir faire la part des choses. Très bien. Et donc, cette précision, mesdames et messieurs, c'est important.
Et vous voyez, il y a des clarifications à faire. Vous savez désormais à qui vous vous adressez quand il s'agit donc de la procédure du contentieux. L'autre question, Espère Moussé, c'est également quand j'ai un locataire qui me doit donc plusieurs mois de loyer et qui refuse de payer, quels sont les moyens légaux prévus par la loi pour entrer en possession donc de mon argent? Comment je saisis le juge pour que la procédure donc elle-même ne soit pas bien évidemment viciée? Merci, je crois que c'est le point focal de tout ce que de la thématique d'aujourd'hui. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir qui saisit et quoi dit dans la requête. Même lorsque vous allez au tribunal, il faut savoir frapper à la bonne porte. Toutes les fois que vous ne frappez pas à la bonne porte, vous donnez d'occasion à votre locataire pour vicier la procédure. Alors, quand je saisis le juge, est-ce que je saisis le juge pour paiement de dette? Et que lorsque mon locataire aura à payer ce qu'il me doit, il continue de vivre dans le local. Ou je saisis le juge pour paiement de dette, résiliation de contrat, paiement de mes arriérés. Vous voyez qu'il y a eu une différence entre les deux requêtes. Il faut savoir en réalité qu'est-ce qu'on veut concrètement. Qu'est-ce que je veux concrètement? Je le dis parce que quand nous revenons sur l'exemple que nous venons de prendre, où quelqu'un vous doit 8 mois, le jour où vous avez déposé la requête à travers votre huissier peut-être, Oui. c'est que vous êtes en train de réclamer 8 mois. Mais lui, il a déjà fait 12 mois, puisque vous ne pouvez pas l'expulser. Mais pendant que vous déposiez la requête, vous réclamez 8 mois. Lui vient de faire 12 mois, 13 mois, peut-être 14 mois. Donc, si vous déposez une requête au fait que le juge prononce la sentence, rien que pour les dettes échues, vous ne pourriez pas entrer en possession des dettes à échoir. À échoir. Donc, vous devez savoir ce que vous réclamez. Est-ce que je saisis l'huissier pour que l'huissier saisisse le juge au fait que le locataire me paye simplement mes dettes et continue à vivre, ou je saisis le juge pour que non seulement il me paye mes dettes, mais aussi qu'on résilie le contrat et enfin qu'il me paye tout ce que il me doit jusqu'au prononcé de la sentence. Tout cela doit être fait. De toutes les façons. Et c'est ce qui est peut-être intéressant. Vous n'avez pas le droit de vous faire la justice. Cher propriétaire de maison, ce n'est pas vous qui expulsez votre locataire. Ce n'est pas possible. Vous saisissez toujours votre avocat de façon prépondérante, l'huissier, qui fait la procédure à votre place. Et l'huissier, comme je viens de le dire maintenant, va respecter de façon stricte tout ce que nous venons de dire ici. Très bien. Vous n'expulsez pas. Vous êtes obligé de passer par votre huissier pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'expulsion et les dommages et tout ce que vous voulez auprès de votre locataire. Il faut le locataire, oui. puisque nous ne faisons pas ces émissions pour penser que nous exposons les locataires
et nous avons été locataires, et nous continuons peut-être même d'être locataires. Et je voudrais signaler aux locataires aussi qu'ils ont la possibilité, lorsqu'ils se voient touchés dans leur intimité, du moins, ils ont la possibilité de faire appel à la décision du juge déjà au sein du tribunal. Ils peuvent faire appel et lorsque la décision, la sentence du juge ne rencontre pas leur assentiment, ils peuvent, n'est-ce pas, tout locataire peut faire appel, même lorsque, quand bien même, ils peuvent avoir des exécutions provisoires. Très bien, voilà. Expert Moussé, je crois que nous avions parlé ou touché un autre pan de cette question que je m'en vais vous poser. Est-ce qu'un propriétaire de maison peut augmenter justement le loyer de façon volontaire sans requérir le consentement du locataire? Oui, voilà encore des vices que nous observons là de la part de certains bailleurs. Et c'est quand même déplorable, c'est touchant. Vous voyez quelqu'un qui est là et il a l'habitude peut-être de payer 50 000 francs par mois. Et parce que le gouvernement vient de faire passer une route bitumée, etc. Et on vient un matin vous dit simplement, écoutez, mon loyer passe de 50 000 à 70 000. Mais quand vous procédez comme ça, il faut vraiment vous faire cultiver parce que la loi, elle reste la loi, elle est très dure. Les locataires qui comprennent vont ester ces gens de propriétaires en justice et puis ils n'auront leurs yeux que pour pleurer. Vous ne pouvez pas. Le loyer est révisable. Il n'y a pas de problème. Mais dans les conditions, on peut augmenter le loyer, voilà. Mais dans les conditions fixées par le contrat que vous avez signé. Et c'est pourquoi nous revenons toujours sur les clauses, sur ce que nous mettons, nous devons mettre dans... Vous pouvez par exemple dire, ok, vous savez, il y a des contrats déterminés, ce qui est conseillé. Oui. Quand nous parlons de bail, il faut des contrats déterminés. C'est-à-dire, vous dites que vous louez votre local à telle personne et que ce contrat sera renouvelable après 2 ans. Ce contrat sera renouvelable chaque 3 ans. Ça veut dire que à l'intervalle de 3 ans, vous ne pouvez pas augmenter le loyer. Et c'est pourquoi vous devez stipuler que le contrat a durée déterminée. Déterminé parce que vous l'avez situé entre 3 ans. Oui. Lorsque vous avez stipulé que ce contrat fera l'objet d'un renouvellement après 3 ans, vous attendez 3 ans avant de chercher à augmenter votre loyer. Vous ne venez pas au cours du contrat pour augmenter anarchiquement. De toutes les façons, même si vous n'avez pas précisé, les contrats ne sont pas à durée indéterminée parce que même dans la définition du contrat ou du bail à usage d'habitation, nous l'avons défini ici pour dire, voilà, vous disposez votre local à un locataire pour un certain temps. Donc, l'essence par essence déjà, le bail doit être à durée déterminée. De toutes les façons, nous savons qu'il y a des bails à durée déterminée, à durée indéterminée, pas tacite, mais il n'y a jamais de bail à durée perpétuelle. Alors, donc, il faut préciser que nous allons renouveler chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 5 ans notre contrat. Et vous attendez que la durée conclue prenne fin avant de chercher à augmenter. Mais ce qui est intéressant, s'il vous plaît, vous ne vous levez pas pour augmenter votre loyer
comme bon vous semble. Ce n'est pas possible. La loi a encadré comment est-ce que, à quel taux vous pouvez, le propriétaire peut augmenter. Et nous allons le dire ici. Oui. Par exemple, vous avez un loyer de 50 000 francs. Vous payez 50 000 francs. Oui. Alors, 50 000 francs fois 12, ça fait déjà 600 000 francs, c'est-à-dire le loyer annuel. En un an. Voilà. Alors, si vous voulez augmenter à la fin du contrat le loyer, vous ajoutez simplement 2% sur le loyer annuel. 2%. 2%, soit ici dans notre cas, oui, 12 000 francs. De façon annuelle. Ça veut dire, celui qui a l'habitude de vous payer 600 000 l'année, oui, va vous payer 612 000 l'année. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai loué pour 50 000 francs. Je suis à la fin du contrat. Après 3 ans, nous voulons continuer le contrat. Le bailleur n'a la possibilité que d'ajouter 2% sur le montant annuel du loyer que je lui paie. Il ne se lève pas pour dire, parce qu'il y a le goudron ici, parce que l'électricité est arrivée, et de 50 000 francs, je passe à 70 000. C'est pas possible. Donc c'est réglementé. Ça, il faut, parce que pour les hommes de 50 000 francs, finalement, le monsieur paie 51 000 francs. Absolument. 51 000 francs. Il ne paie pas 60 000, il ne paie pas 70 000. Non. Et tout ça, comme on le voit. Comme on le voit. Donc, si les propriétaires de maisons ne prennent pas connaissance, ne suivent pas les émissions, c'est pourquoi je vous ai remercié à l'entame. Nous disons des choses ici qui ont l'air de rien, mais qui peut avoir des conséquences graves. Mais très, vous perdez en temps, en énergie, vous perdez votre argent et tout, pour de rien. Une action que vous avez passée comme ça, et si votre vis-à-vis connaît les tests de la République, il va vous faire traîner. Oui, tout à fait. Très bien. Et il est important, mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre cette émission, le rendez-vous du foncier. L'autre question pour finir, Espère Moussé, avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Je suis propriétaire d'un immeuble et puis justement que j'ai mis en location depuis des années et fatigué, je décide de vendre tout de même l'immeuble. Est-ce que je suis obligé d'informer donc les locataires qui s'y trouvent, peut-être qu'ils ont envie également de l'acheter? Oui, c'est très intéressant. Nous allons répondre sur 2 volets. D'accord. Le premier, vous êtes propriétaire d'un bâtiment qui a simplement une unité de logement. C'est-à-dire 2 chambres, 1 salon. Oui. Point. Vous m'aviez loué ça. Fatigué, vous voulez vendre. La loi, non seulement vous oblige à m'informer, naturellement d'ailleurs, puisque vous voulez la vendre, mais aussi à me permettre, à me proposer la vente. Donc ce n'est pas qu'une information. Non, ce n'est pas qu'une information. Donc là intervient la préemption. On parle de la préemption. Même si vous aviez déjà votre acquéreur, et que vous m'informez par la suite que non, vous décidez de vendre, vous avez décidé de vendre votre maison. Si ça m'intéresse, votre acquéreur paie le deal. La loi vous oblige maintenant à me vendre la maison. Mais à mon prix? Oui, au prix que vous voulez vendre à l'acquéreur. Parce que si le locataire, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 million, je dis 1 million, et puis le locataire n'a pas les moyens de 1 million, alors que j'ai un autre qui a 1 million, donc la loi me permet. Absolument, là vous constatez. Très bien. Par écrit, par des preuves que vous voulez vendre votre maison à X millions, mais lui n'a pas. Il n'a pas. Non seulement vous l'avez informé, vous l'avez donné la possibilité, c'est pas lui qui fixe votre maison, c'est pas possible. Vous l'avez donné la possibilité d'en acheter.
ce que la loi dit. Lui, il est priorisé, mais il n'a pas les moyens. Vous continuez donc votre deal. Ça, c'est le premier volet. Oui. Maintenant, vous avez un immeuble où vous avez des bâtiments, des unités de logement, 4 unités de logement. Oui. Ça veut dire 2 chambres, un salon fois 4. Oui. À partir du moment où il n'y a pas qu'un seul locataire, Oui. vous n'avez pas l'obligation. Personne, aucun d'entre eux ne peut vous imposer l'achat du bâtiment. Vous pouvez vendre à qui vous voulez, sauf que vous les avertissez naturellement puisqu'ils doivent quitter. Oui. Donc quand c'est une unité de logement, un bâtiment, la loi priorise votre locataire à acheter, à racheter l'immeuble. Très bien. Quand c'est des locataires, vous êtes libre de vendre à qui vous voulez. Et donc, par peut-être esprit de générosité, vous pouvez leur dire, bon, je veux vendre, si vous êtes intéressé. Oui, par esprit de... Mais la loi ne vous fait pas obligation. Obligation comme si c'était une unité de logement où, si votre locataire dit, je veux acheter, votre acquéreur paie la marchandise. Voilà, très bien. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Hein. C'est des questions qui touchent au quotidien hein, des Béninois. On le vit quotidiennement et c'est pour cela que nous devons faire très très attention. Voilà. Et moi, pour finir, peut-être, je ne prends pas parti, je ne dis pas forcément que les propriétaires de maisons qui estiment qu'ils sont un peu laissés pour compte ont raison, mais vous voyez, la loi sur le bail n'est pas une loi comme on vous dit un jour, vous devez payer la TVM. Ça se passe de commentaires. Vous devez, tout propriétaire de voiture doit payer la TVM. Ça se passe de commentaires. Toute personne qui aujourd'hui fait un bébé doit faire la déclaration dans les hôpitaux. Ça se passe de commentaires. Mais ici, c'est une loi qui fait intervenir des acteurs, le locataire, le bailleur. Et c'est au quotidien. Si les députés à l'Assemblée m'avaient, par exemple, fait appel sur la proposition de cette loi, j'allais leur demander, est-ce que les représentants des agents immobiliers sont intervenus, ont dit leur mot avant la promulgation de cette loi. J'allais demander si les représentants des locataires ont dit leur mot. Les représentants des propriétaires de maisons ont été conviés à quand même étudier ce projet de loi. Parce que c'est des gens qui sont matin et soir en action. Ils vivent des choses que celui qui est au bureau, qui a pris des décisions, ne peut pas vivre. Et agents immobiliers, propriétaires de maisons, locataires, pouvaient attirer, vont verser leur point de vue que nous allons utiliser parce qu'il y a des lois qu'il faut prendre en intégrant nos us et coutumes. Lorsque vous n'intégrez pas et vous faites du copier-coller, ça ne marche pas parce que chaque peuple vit quand même. Tout à fait. Il faut contextualiser. Il faut contextualiser les lois. Donc, voilà un peu ce que je vais dire. Si il y a quelque chose à faire pour que les deux parties puissent se voir concernés et puisque la loi vise, comme je le dis, à encadrer les abus et établir l'équilibre entre le propriétaire et le locataire. Il faut que dans les faits, que cela soit véritablement ce que nous souhaitons. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, expert Daouda Moussé. C'est une préoccupation légitime, mais toujours est-il que, bon, c'est des représentants du peuple. Ils sont par ailleurs propriétaires, ils sont également locataires. Et donc, ils se disent certainement, bon, voilà, moi-même, je vis telle chose en tant que locataire, donc je sais ce que vivent les locataires. Oui. Mais si... Est-ce que ça me suscite quand même une question? Est-ce que les locataires
une structure qui les représente en réalité? Est-ce qu'ils sont organisés? Non, 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 les locataires, je ne pense pas. Ce sont les agences immobilières qui sont organisées. Et quand on parle déjà d'agences immobilières, c'est vrai, ce sont des bien connus. Hein. Nous avons des agences immobilières qui s'y connaissent. Voilà, qui sont professionnels. Qui sont professionnels. Quand vous les prenez, eux, ils vivent beaucoup plus avec les deux parties. Très bien. Donc, ils connaissent beaucoup de choses et on pouvait les éviter. Je ne sais pas s'ils ont été évités. Je n'affirme rien ici. Tout à fait. Je ne confirme rien. Je disais que ça aurait été bien parce que ce sont eux, par exemple, les agents immobiliers qui sont dans la pratique, qui rencontrent aussi bien les locataires que les propriétaires de maisons. Je ne pense pas qu'il y ait une association des locataires au Bénin. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci énormément pour votre disponibilité, pour vos explications, pour mieux comprendre la loi, parce que en réalité, nous avons des instruments juridiques, nous avons des lois, mais très souvent, les populations n'en savent pas grand-chose. Et donc, grâce à votre disponibilité, nous en savons un peu plus sur le contentieux. Quand on parle du bail à usage d'habitation, on va se retrouver donc dans 2 mardis pour pouvoir aborder donc une autre thématique. Mesdames et messieurs, avant de vous laisser partir quand même, je voudrais vous laisser le soin de donner votre mot de fin. C'est tellement, voilà, un mot à l'endroit de ces bailleurs et de ces preneurs. Oui, chers citoyens et propriétaires de maisons et locataires, je vais finir en vous adressant ce bout de phrase. Et ce n'est pas parce que vous avez... il ne faut pas en fuyant l'épervier, se retrouver dans la cage du renard. Ce n'est pas parce que vous allez fuir les prestations auprès des notaires, des huissiers, que vous allez faire des choses qui ne vont pas, qui vont contre les lois de la République. Je préfère que, une fois que vous n'êtes pas dans le domaine, d'aller voir les professionnels, les notaires, les avocats, les juristes experts, les agences immobilières professionnelles pour contracter ou pour poser vos problèmes, afin de ne pas être en conflit avec la loi. Très bien. Merci beaucoup à vous, expert Daouda Moussé. Chacun a son métier et donc il faut valoriser le métier des autres aussi. Hein. Si l'huissier existe, c'est pour être sollicité. Absolument. Si le notaire existe, c'est pour être sollicité. Et les agences immobilières également. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de votre émission Le Rendez-vous du Foncier. On va vous retrouver donc dans 2 mardis. D'ici là, portez-vous bien et surtout, remémorez et ayez une appréhension de la loi, de ce que la loi dit par rapport au bail à usage d'habitation. Allez, à très bientôt sur Matin Livre Télévision.